Merci beaucoup, Yoël. Merci pour ton accueil. Merci au Centre Béguine de nous accueillir. Alors, c'est vrai que je suis à l'initiative de cette rencontre parce que un ami commun que je ne citerai pas parce qu'il est trop connu m'a appelé un jour et m'a dit voilà, j'ai un ami qui s'appelle Laurent Touil Tartot. Est-ce que tu peux l'aider à trouver un éditeur, sachant que j'avais déjà édité des livres? Alors, on avait parlé, ça fait déjà plusieurs années. Et puis j'avais oublié cette conversation. Puis il y a quelques mois, je reçois dans ma boîte aux lettres donc le livre avec une très gentille dédicace. Et puis j'avoue, bon, je commande des livres comme ça par paquet. Je l'ai posé sur ma table de chevet et je l'ai un peu oublié. Et puis au bout de quelques semaines, j'ai dit tiens, je vais quand même regarder ce que c'est. Et là, j'ai été littéralement scotché. J'arrivais plus à me détacher de ce livre. Et je dois dire, c'est un des livres les plus importants que j'ai lu peut-être depuis. Ça m'a fait penser beaucoup à ce livre-là. Je ne sais pas si tu le connais, le livre de George Weiss, Herzl, une nouvelle lecture. Parce que c'est un livre, en fait, c'est extrêmement ridouchique. Ça renouvelle complètement tout ce qu'on croyait. Ça ouvre des perspectives auxquelles on n'avait jamais pensé. Et alors d'abord, c'est un livre, vous allez voir, qui est fort bien écrit, qui est très enlevé. C'est un livre relativement court, mais très très dense. Ce que je disais aussi à Laurent ce matin, c'est que moi, je suis assez hermétique à la philosophie. J'ai toujours eu du mal à comprendre les concepts philosophiques. Et il a ce don, en fait, Laurent, d'expliquer assez simplement des concepts philosophiques extrêmement profonds, à commencer évidemment, parce que c'est le cœur du sujet, par l'existentialisme de Sartre. Alors, ce livre, évidemment, alors c'est peut-être le seul reproche que je te ferai, c'est que c'est pas marqué sur la couverture que ça parle de Béné Lévy. Alors qu'en fait, le livre ne parle que de Béné Lévy, enfin, évidemment de Sartre et de Béné Lévy, mais de cette réaction. Et tout à l'heure, j'ai parlé avec un ami, je lui ai dit, tu viens pas ce soir? Il me dit, non, Sartre, je m'en fous un peu. Mais je dis, mais c'est pas Sartre, c'est Béné Lévy. Et donc voilà, c'est cette relation absolument fascinante. À la fois, elle est fascinante à titre, je veux dire, personnel, du rapport humain qu'il y a eu entre ce grand philosophe admiré à l'échelle internationale et ce petit juif apatride de 25 ans qui était doté d'une intelligence hors du commun et qui va littéralement, en vérité, changer la vie de Sartre, en tout cas la vision de Sartre. Et c'est le grand, je dirais, le grand fridouche, la grande innovation de ce livre, c'est que surtout, c'est Sartre qui va changer la vie de Béni Lévy. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout aperçu. Donc, on va commencer tout de suite. Laurent, je voudrais que tu nous expliques comment tu es arrivé en fait à traiter ce sujet. Non. Voilà, ça marche? Ok. Alors d'abord, merci Yoël pour la présentation et merci beaucoup Stéphane pour cette introduction et merci à tous pour votre présence. Tu me demandes comment je suis arrivé. J'ai 18 ans et, et à 18 ans, j'ai commencé à lire la philo à l'âge de 14 ans et j'ai lu assez assidûment, je dirais, la plupart des grands philosophes. Et donc, j'étais vraiment épris de philosophie à un niveau très avancé, à me poser même la question de ce que j'allais faire comme étude, etc. Et puis, un samedi, mon père rentre à la maison après la synagogue et il me dit, Laurent, j'ai une bonne surprise pour toi. J'ai fait la connaissance de quelqu'un d'incroyable aujourd'hui. Tu as rendez-vous avec lui lundi matin dans son bureau. J'ai 18 ans, je lui dis, ah oui, qui c'est? Il me dit, il s'appelle Emmanuel Lévinas. Et donc, moi, je savais qui était Lévinas. J'avais pas lu, je vous dis franchement, c'était un philosophe contemporain que je n'avais pas lu, mais je savais qui il était et je savais ce qu'on lui attribuait comme mérite et je savais l'essentiel de ce que proposait sa philosophie, mais je n'avais pas encore lu. Donc j'étais dans un état d'excitation absolument dingue et j'ai jamais attendu avec autant d'impatience un lundi matin. Et quand je me retrouve dans le bureau de Lévinas, ça se passe fort bien. Et du coup, on décide de travailler, enfin, il devient mon maître. Et donc, je commence à étudier avec lui. Et on passe en revue beaucoup de philosophie, beaucoup d'auteurs que j'avais lus, aimés, ceux que j'avais moins aimés, etc. Et puis, un an plus tard, pour la première fois, il évoque Sartre. Et il me demande de lire Réflexions sur la question juive. Et je le lis et je lui fais mon retour. Et il apprécie le retour que je lui fais, puisque je suis à la fois très élogieux sur une partie du livre et très critique sur une autre partie.
Je ne rentre pas dans les détails, peu importe. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront, je suis sûr. Bref, et là, il me dit, alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que on va faire un bond en avant et que ça, il a écrit Réflexion sur la question juive, Sartre, il a écrit en 1946. Et il me dit, tu vas faire un bond en avant et tu vas voir ce qu'il a écrit en 1980, bien des années plus tard. Et tu verras que ce que tu n'as pas apprécié, ce que je n'ai pas apprécié, il l'a corrigé. Et donc j'étais curieux, il m'explique que c'est ce dernier texte de Sartre, qui porte un titre, L'espoir maintenant, avait été publié dans le Nouvel Obs, un mois même pas avant la mort de Sartre. Donc quand il m'en parle, moi on est en 1990, Lévinas, je n'ai pas accès à ce texte, puisque c'était dans le Nouvel Obs, j'avais pas ce numéro. Il me disait que lui, il l'avait, qu'il avait des polycopiés, il devait me les descendre, il me les a pas descendus. Et puis arrive février 91, et il me fait un cadeau. C'est la seule fois où il m'a offert un livre. Je l'ai là, il me lâche jamais. Et Lévinas, il m'offre L'espoir maintenant, qui venait d'être publié chez Verdier, avec l'autorisation des éditions Gallimard, puisque c'est un texte d'entretien en fait entre Sartre et un jeune inconnu, Béni Lévy. Et il me dit, voilà, ce qui a été publié dans le Nouvel Obs, 11 ans plus tard, vient d'être publié en livre. Et il me dit, et tu verras, donc Sartre a corrigé notamment ce qu'il avait dit dans Réflexion sur la question juive, mais beaucoup d'autres sujets encore, des thèmes très sartriens ont été abordés, sur lesquels parfois il revient de façon sidérante, pour ceux qui sont familiers de l'œuvre de Sartre, etc. Il me dit, et puis surtout, vous verrez, parce qu'on se vous voyez, il me dit, et surtout, vous verrez, ça a provoqué un scandale hors du commun quand ça a été publié. Donc moi, je lis ça et je suis immédiatement fasciné par l'intelligence de ce petit texte. Pour vous dire, hein, c'est 60 pages. 60 pages d'entretien. Quand je l'ai lu, Stéphane, j'avais l'impression de lire, moi j'ai une formation aussi cinéma, j'avais l'impression de lire le texte d'une pièce de théâtre. Vraiment, deux personnages, un dialogue. Et il faut voir la qualité du dialogue. Alors, je vais vous dire l'intelligence de Sartre, tout le monde la connaît. Euh, mais l'intelligence de son interlocuteur, qui a 40 ans de moins que lui, qui est un jeune homme de 25 ans, elle est époustouflante, réellement. Et puis la qualité de l'interlocution, c'est-à-dire que combien de fois Béni Lévy lui coupe la parole, il le provoque, il le pousse. Et ce qui est extraordinaire, c'est la résistance de Sartre, parce qu'il est vieux, il est malade, fatigué, mais sa résistance, sa vaillance intellectuelle, je trouve ça prodigieux. Et je trouve prodigieux l'enseignement que donne Sartre, notamment là-dedans aussi, à savoir de ne pas être enfermé dans ce qu'il a pu dire et écrire. Donc on voit tant d'intellectuels ou de philosophes ou pseudo-philosophes qui, une fois qu'ils ont dit ça un jour, ils continuent. En quoi est-ce qu'il remet en cause, en fait, Réflexion sur la question juive dans ce texte? Très bien. Donc quand il écrit Réflexion sur la question juive, d'abord, pour qu'on comprenne bien, je pense il a fait une erreur sur le titre, si je peux me permettre, hein, Jean-Paul Sartre. Je pense qu'il s'est trompé sur le titre. C'est pas le titre ne dit pas réellement ce qu'il y a dans le livre. Je précise ça pour bien te répondre. Il faut savoir qu'en fait, quand il a écrit ça, c'était d'abord publié dans Les Temps modernes, sa revue. Il a publié la première partie. La première partie s'appelle Portrait d'un antisémite. Et il parle essentiellement de Céline, le philosophe, l'écrivain, le romancier antisémite. Et il va beaucoup plus loin que l'antisémite. Il dit en 1945, il écrit ça, il dit que c'était un nazi. Et bref, et il écrit ça en 2 épisodes dans Les Temps modernes, puis il publie en 46 donc le livre. Le livre, je pense que beaucoup le connaissent ou l'ont lu, il est aujourd'hui publié en poche comme ça, Réflexion sur la question juive. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas un bon titre? Parce qu'en fait, il a voulu faire écho, puisqu'il a vous savez, c'est un marxiste, il a une formation marxiste idéologique, Sartre, et le grand texte de Karl Marx s'appelait La question juive. Donc, je sais qu'il a voulu répondre à ça. Mais le bon titre, et d'ailleurs, ça aurait été pour moi Réflexion sur la question antisémite. Mais je vous dis ça parce que quand j'ai pensé ça, ce qui est étonnant, c'est que dans la traduction américaine dès 1947, ils n'ont jamais traduit Réflexion sur la question juive. Ils ont direct, le titre officiel en anglais du livre, c'est Anti-Semite and Jew, l'antisémite et le juif. Et c'est beaucoup plus fidèle à ce que dit le livre. Et donc, maintenant que je t'ai dit ça,
En fait, il fait un portrait de l'antisémitisme et de l'antisémite au lendemain de la Shoah. Et il a une intention formidable. D'abord, c'est le premier texte de pensée, le premier texte intellectuel en France qui règle son compte à l'antisémitisme. Ça, c'est clair et net. Personne ne l'a fait comme ça avant lui. Ça, c'est la grande vertu de ce livre. L'énorme défaut, c'est qu'en voulant rester fidèle à ce qu'il avait créé en 1943, donc 3 ans avant, à savoir l'existentialisme, on en parlera peut-être, mais pour l'instant je passe, mais je vous dis, il est resté fidèle à ce qu'il disait dans l'existentialiste. Il a écrit un livre en 1943 pendant la guerre qui s'appelle L'être et le néant, et c'est le texte fondateur de l'existentialisme. Bref, et pour rester fidèle à ça, il a voulu définir le juif non pas par son essence, donc, mais par son existence. Donc il a nié l'essence juive. Et il a dit, le juif est défini par le regard de l'antisémite. Donc, en termes, si je veux dire ça en termes simples, il donne une définition négative du juif. Maintenant, pour nous, on sait très bien qu'il y a une essence juive, c'est une évidence. Donc, voilà, c'est la partie du livre qui pose problème. Mais l'intention était louable, mais ça posait problème. Et en 1980, juste avant de mourir, face au jeune Benny Lévy, il revient là-dessus, et de façon admirable, et il le reconnaît qu'il a fait une erreur d'appréciation, de jugement, et qu'il a mis toutes ces années-là à travailler, à potasser son sujet. Parce qu'il y a un passage, il faut que je vous lise ça, c'est génial. Il y a un passage très intéressant dans Les Sports maintenant. C'est justement Benny qui l'interroge sur ce qu'il a dit de ce que je viens de vous dire sur la question juive. Et ça, c'est la nouvelle édition de Les Sports maintenant. Parce que l'autre, je n'ose pas écrire dessus. J'écris sur tous mes livres, mais pas sur celui qui m'a donné Lévinas. Et Benny l'interroge sur cette partie que je vous ai dit sur la réflexion sur la question juive. Il lui dit, mais quand tu dis que le juif n'avait pas d'essence, etc., sur quoi tu t'étais basé en gros? Et vous allez voir, la réponse de Sartre est surprenante, mais elle est géniale. Et ça vous donne en même temps le ton de leur échange et de ce que c'est Les Sports maintenant. Benny Lévy. Je rappelle, 40 ans d'écart entre les deux, quoi. Donc, je vous dis juste, je remets un contexte. C'est une sommité mondiale. C'est le premier intellectuel de l'histoire qui est devenu une star internationale. Personne avant lui n'a eu ce statut. Et face à lui, c'est un tout jeune inconnu qui se publie pour la première fois sous son vrai nom, un nom juif, Benny Lévy. Et donc, il lui dit ça en 1980. Benny, au temps des réflexions sur la question juive, tu avais pensé que le juif, disons-le d'une formule provocante, était une invention de l'antisémite. En tout cas, il n'y avait pas de pensée juive, selon toi. Il n'y avait pas d'histoire juive. Tu as modifié ta pensée? Réponse de Jean-Paul Sartre. Non. À l'heure qu'il est, je pense qu'il y a une réalité juive par-delà les ravages de l'antisémitisme sur les juifs. Alors il lui dit, mais comment? Il lui dit, Sartre, c'est en fréquentant plus de juifs, après avoir écrit ce livre, notamment il parle de Lanzmann, celui qui a réalisé Shoah. Vous savez, c'était un très proche de Sartre, et c'était notamment l'amant de sa femme, Simone de Beauvoir. Et il dit ensuite, j'ai adopté ma fille, qui est juive, une juive algérienne, Arlette El Kaïm. Il dit, j'ai donc vécu avec un peu plus de juifs, j'ai fréquenté, bref. Il dit, dans le fond, jusqu'à la question juive, j'étais surtout hostile à l'antisémitisme. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. Et la question juive est une déclaration de guerre aux antisémites, son livre. Rien de plus. Bon, jusque-là, très bien. Et puis arrive le moment que j'adore. Il lui dit, mais quand tu as écrit les réflexions sur la question juive, tu as bien réuni de la documentation. Réponse lapidaire de Sartre. Non. Point barre. Il a juste écrit non. Non, point. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, vous avez le plus grand intellectuel de son temps qui lui dit qu'il a écrit tout un livre sans jamais avoir rien lu sur le sujet. Et là, je vois la scène, moi. C'est pour ça que je vous dis, c'est une pièce de théâtre. Je vois la tête de Benny Lévy. Il lui dit, qu'est-ce que tu as lu comme document? Il lui dit rien. Non, je n'ai pas lu. Alors, d'ailleurs, ça se lit comme ça. Benny dit, comment? Non. Et Sartre répond, jamais. J'ai écrit Réflexions sur la question juive sans aucune documentation, sans lire un livre juif.
Et alors là, sidéré, Béni, il dit, mais comment as-tu fait? Et Sartre, royal, j'ai écrit ce que je pensais. Alors Béni, il insiste, il dit, mais à partir de quoi? Réponse de Sartre, à partir de rien, à partir de l'antisémitisme que je voulais combattre. Bon, et il va plus loin, mais vous voyez déjà le ton de l'interlocution. Alors, c'est donc ce texte en fait qui est au cœur finalement de ton livre. C'est par ça que tu commences, parce que ce texte, il va être vécu comme une trahison par l'entourage de Sartre, par Simone de Beauvoir. On va parler de détournement de vieillard, et même c'est ce que tu dis dans ton livre. On va accuser en fait Béni Lévy d'être un rabbin sectaire. Ça vient de Badiou, qui est un grand ami du peuple juif. On le sait. On va dire en gros, Sartre était vieillissant. Il a été sous l'emprise, comme on dirait aujourd'hui, de Béni Lévy. Mais ouais, c'est une accusation de ça. C'est ce que l'entourage de Sartre va dire. Il était sous l'emprise de Béni Lévy, mais en fait, il ne pensait pas du tout ça. Or, en fait, toi, ce que tu vas démontrer dans le livre, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est Sartre qui a ramené Béni Lévy à son identité juive. Et ça, c'est un parcours qui va durer 10 ans tout juste. Hein, vraiment une coïncidence de date. Hein, ça va durer 10 ans entre leur première rencontre Ouais. et le moment donc, où ce texte va sortir. Donc, je voudrais qu'on reprenne un peu ce fil de leur relation. Donc, quand Sartre rencontre Béni Lévy a 25 ans, il est chef d'un groupuscule gauchiste qui s'appelle la gauche prolétarienne, qui édite voilà, c'est la cause du peuple, quoi, qui est un hebdomadaire, je crois, et qui est saisi enfin, dès l'imprimerie par le pouvoir à l'époque pompidolien. Et donc, on va demander à Sartre de recevoir, enfin, de rencontrer Béni Lévy pour voir qu'est-ce que Sartre pourrait faire pour le journal. Et donc, il va y avoir une rencontre à la Coupole qui va en fait être une espèce de coup de foudre intellectuel contre ce jeune apatride, hein, je rappelle donc juste qu'il avait été chassé d'Égypte avec ses parents en 56, quand le pouvoir égyptien avait déclaré qu'en fait tous les juifs étaient des sionistes et donc des ennemis, tu le rappelles dans le livre de la nation égyptienne. Et donc il va se retrouver apatride en France, mais c'est un génie qui fait normal sub, je crois, qui va mettre en fiche la pensée de Marx, hein, c'est ça? Lénine. De Lénine, pardon, de Lénine. Et donc, comment se passe cette rencontre à la Coupole et qu'est-ce qui va faire que Sartre va se prendre d'amitié pour ce jeune homme et qui va être, je crois, le seul à avoir le droit de le tutoyer, hein. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de l'accusation d'ailleurs. Vous avez écouté, pardon, dans ce que je vous ai lu, quand il se parle, il le tutoie. Rappelez-vous simplement que personne n'a jamais tutoyé Sartre, même pas Simone de Beauvoir. Donc, ça a été reproché, c'est-à-dire que quand justement a été publié, comme tu as dit, L'Espoir maintenant, parmi tous les reproches, comme tu as dit, détournement de Villard, rabbin, enfin, il a eu droit à toutes les insultes, notamment antisémites. On l'a aussi accusé, on lui a dit tu le rudoies, tu le tutoies. Bon. Et ça paraissait quelque chose de nouveau, ce tutoiement. Et c'est pour ça que tu as rappelé justement, en enquêtant pendant de longues années, je n'ai pas enquêté pour écrire ce livre, j'ai enquêté pendant 30 ans, et c'est le résultat. En fait, c'est quand je suis arrivé au bout de toutes ces années d'enquête et de recherche pour moi personnelle, que je suis arrivé avec une thèse, et je me suis dit, il faut que je la fasse partager, je ne peux pas rester seul avec... J'en ai parlé un peu aux proches, aux enfants, enfin aux fils en tout cas de Béni, fils aîné, etc., qui est mon maître, René, et ils m'ont encouragé à le faire. Ils m'ont dit, tu dois rendre ça public parce que tu as vraiment trouvé quelque chose. Et je donne un exemple sur ce fameux tutoiement. Tout le monde s'est scandalisé en 80 et ils disent donc, il y a un problème, il ne peut pas tutoyer ça, personne ne le fait. Et ce que je démontre dans le livre, ils ont tous oublié qu'en 1974, 6 ans avant, il y a un livre qui est paru aux éditions Gallimard, hein, pas un petit éditeur. Et vous voyez, les auteurs, c'est Gavy, Sartre et Victor. Victor, c'était le nom de guerre de Béni Lévy. Il se faisait appeler Pierre Victor, le patron de la gauche prolétarienne dont parlait Stéphane. Et ben, dans tout ce livre, paru en 74 chez Gallimard, Béni Lévy ne fait que tutoyer Sartre. Mais là, ça choquait personne. Parce que là, Béni Lévy, à l'intérieur, il disait qu'il fallait détruire l'État d'Israël. Il disait des choses qui plaisaient beaucoup aux gens. Et donc, ça choquait pas. Et dans les sports maintenant, forcément, il parle de messianisme juif et des choses qui déplaisent, dont tout d'un coup, tout lui est reproché. Donc, tu vois, le genre de... Ça, c'est une pièce pour moi. Donc, et comme de la même façon que je démonte on va dire la critique sur le tutoiement, tout le reste. Par exemple, il dit oui, mais il dit ça. Et puis, je leur dis oui, mais détournement de Villard. Tu t'en rappelles sûrement dans le livre. Je montre qu'en 1960,
16 dans le journal Libération, janvier, donc 4 ans avant la publication de l'Espoir maintenant, Sartre annonce en une de Libération qu'il est en train de travailler un nouveau livre avec ce jeune Pierre Victor. Et il dit, ça va être tellement incroyable ce qu'il va dire, puisqu'il va revenir sur des positions, que les gens vont accuser, je le cite, hein, vous pouvez le trouver, c'est dans le journal Libération, 4 ans plus tôt. Il dit, les gens vont accuser Pierre Victor, Béni-Lévy, de m'avoir manipulé. Donc, il avait anticipé le scandale. Je voudrais qu'on reprenne le fil en fait, de leur rencontre. En fait, ils se rencontrent donc en 70. Donc, on a dit Béni Lévy à 25 ans, Sartre à 65 ans. Et donc, Béni Lévy, ce militant d'extrême gauche, et pour qu'on comprenne bien le parcours intellectuel quoi, de Béni Lévy, il est imprégné d'antisionisme, comme en fait la plupart des militants extrême gauche. On lit par exemple dans La cause du peuple, tu tueras tous les ennemis du Fatah, nous sommes tous des fédéines. Tu racontes aussi un peu plus loin que, pas lui, mais sa femme enceinte, donc de René, là, de ton maître, va aller en Jordanie, suivre une formation, enfin rencontrer les dirigeants du Fatah pour établir des ponts entre donc, les mouvements d'extrême gauche qui sont, c'est aussi la réflexion que je me suis fait en te lisant, c'est ils sont pas moins virulents qu'ils sont maintenant. On a l'impression de découvrir en fait l'antisémitisme de l'extrême gauche, mais ça existait bien sûr déjà en 70. Et on arrive donc à cet épisode de Munich en 72 où Béni Lévy va avoir des propos extrêmement durs contre Israël, contre les athlètes, en légitimant d'une certaine manière l'attentat contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich, mais en même temps en introduisant de la nuance. Et en introduisant cette nuance, il va constater qu'en fait, ça déplaît énormément dans son entourage d'extrême gauche. Oui, exactement. Comme tu as dit, pour bien comprendre, quand effectivement la femme de Béni Lévy et Alain Gesmar, pour ceux qui connaissent, qui était un des dirigeants de mai 68, et qui avait été recruté par Béni, parce que c'était leur aîné à tous, hein, il avait, je crois, 5 ou 6 ans de plus qu'eux, donc c'était un vieux par rapport à lui, mais donc il a été recruté pour fonder la GP, la gauche prolétarienne. Donc Gesmar et Léo Lévy, Léopoldine Lévy, la femme de Béni, arrive dans ce camp de Palestiniens en Jordanie. On est en été 69. Vite matin à Bite Vegan, on précise. Ouais, j'en viens à l'instant là. J'étais chez Léo il y a 2 heures avec ma fille Mia. On a passé un moment délicieux. Elle voulait me donner un peu de courage pour ce soir pour vous affronter, si je puis dire. Et, et donc, elle est aujourd'hui, enfin, elle est froum, elle est très religieuse et tout. Et donc, elle s'est retrouvée, imaginez, elle s'est retrouvée là-bas. Alors, pourquoi elle y est allée? Juste un mot sur ça, parce que pour te répondre sur 72, c'est important que vous ayez cette précision. C'était Béni Lévy qui avait été invité dans le camp palestinien en Jordanie par le Fatah, pas sa femme. Et si Béni n'y est pas allé, il était très triste de ne pas pouvoir y aller. C'est parce qu'il craignait que les autorités françaises lui fassent le même coup qu'ils avaient fait quelques années plus tôt à Danny Cohn-Bendit. Vous vous rappelez, quand il a quitté la France, ils ne l'ont plus laissé rentrer. Tapatride. Tapatride, le fameux. Voilà. Donc, lui, il s'est dit, si jamais je quitte la France... Alors, parce que, comme tu as dit, je crois que tu l'as évoqué là, mais Béni, personne ne connaît son vrai nom. Tout le monde connaît le nom de Pierre Victor. Personne ne sait qui s'appelle Béni Lévy, c'est un juif. Personne. Lui-même, j'ai envie de dire, il a oublié qu'il était juif à ce moment-là. Personne ne connaît son identité. Et il est recherché par toutes les polices de France. La police a même créé une section spéciale pour eux, la section gauchiste. Tout ça, c'est des témoignages qu'on a de tous les dirigeants des RG. On a tout sorti, c'est assez étonnant. Donc, dès les années 70, ils se sont mis en chasse de tout le groupe. On les appelait les Mao. Pas les maoïstes, hein, parce qu'il bon, y a une nuance, mais on va dire, ils s'appelaient les Mao et les membres de la GP. Et Béni, donc, faisait partie de ceux qui étaient recherchés. Il ne dormait pas 2 jours de suite dans le même appartement. Toutes les réunions étaient secrètes. Il était apatride, sans papier. Enfin, donc, il s'est dit, si je pars en Jordanie, je risque de ne pas remettre les pieds. Et donc, ça, il envoie sa femme à sa place pour le représenter. C'était quoi l'intention du Fatah? C'est qu'ils voulaient recruter. Eux, ils savaient qu'ils étaient... Alain Gesmar, c'était notoire qu'il était juif. Ils voulaient recruter des juifs européens pour faire des attentats pour la cause palestinienne. Vous savez, comme ils ont fait avec les Japonais, vous vous rappelez l'attentat de Ben Gurion. Donc c'était ça, tout ça c'est les témoignages, hein, même Gesmar que j'ai interrogé pour le livre, c'était ça leur intention. Alors, et sachez qu'ils ont quand même beaucoup hésité en France avant de dire non.
le comité de la gauche prolétarienne, dont Béni. Pour vous dire le niveau où ils étaient. Hein. Et donc, effectivement, quand arrive Munich 72, ça a été une bascule pour Béni. C'est-à-dire que là, il a compris que derrière la cause palestinienne, derrière le terrorisme palestinien, était en fait viser les Juifs et pas seulement ce qu'ils appelaient les occupants ou les colons ou ce qu'on veut, mais c'était l'essence même juive qui était visée pour s'en prendre à des civils, des athlètes pendant les JO, etc. Donc, comme tu as dit, il a fait dans son fameux journal La cause du peuple, il a fait tout d'un coup un texte, un édito qui dénote un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Je l'ai lu, j'ai l'original sur moi. Je cite les longs passages, il est disponible nulle part sur Internet et sur les réseaux, vous ne pouvez pas le trouver pour l'instant. Mais franchement, en fait, il émet une seule critique, une seule pour vous dire, et il donne surtout un conseil. Il donne un conseil, mais aux Fédayines. Et il s'adresse à eux en disant nous sommes vos frères. Donc, moi, quand je lis ça aujourd'hui, je me dis mais enfin, il souscrit complètement à l'attentat. Et en fait, j'ai compris que c'est clair que on peut croire qu'il souscrit quand on le lit, c'est une évidence, mais ça a été perçu à l'époque comme une critique. Et ça a suffi à créer un schisme dans son mouvement. Mais alors, ce qu'il faut comprendre pour saisir l'itinéraire en fait intellectuel de Ben Lévy, c'est que lui, il part de très très loin. S'il a en fait cette sympathie aussi pour le nationalisme palestinien, c'est parce qu'il a une conscience juive extrêmement lointaine en fait de son identité. Et à un moment, tu cites un dialogue entre Béni et, et Sartre, et il dit je ne connais de l'existence juive que son malheur. C'est-à-dire qu'en fait, il a une relation très négative. Et tu dis un tout petit peu plus loin, tel un Socrate du XXe siècle, Sartre va faire accoucher en fait Béni Lévy de sa vérité. C'est-à-dire qu'en fait, lui, Sartre, contrairement à ce que là, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans ton livre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a une position extrêmement nuancée. On pourrait dire même quelque part, tu dis, il est à la fois sioniste et pro-palestinien. C'est-à-dire que il va vraiment à l'encontre de toute cette pensée de son époque et de son, en tout cas de sa famille politique. C'est-à-dire que lui, il dit non, les Juifs ont le droit à un État. Il est partisan en fait du partage lui de 48, ce qui n'allait pas ou de 47 pardon, ce qui n'allait pas du tout de soi dans ces milieux-là d'extrême gauche, Sartre. Et c'est lui quelque part qui à partir de là va essayer d'enclencher cette prise de conscience chez Lévy quoi. Oui, ce que tu dis, c'est vraiment cette phrase sur le Socrate qui accouche de. Pour moi, c'est vraiment le cœur de ma thèse que je propose. Et c'était exactement ça. En fait, Sartre a été sur la question israélienne sioniste, il a été très cohérent toute sa vie. Et d'ailleurs, nous sommes ici au centre Begin et l'autre qui nous reçoit, Yoel Haddad, voilà, il a écrit il y a quelques mois dans un papier passionnant dans ActuJ, dans lequel il témoigne. Moi, c'est la première fois que je lisais ça, ce que tu as écrit, Yoel, malgré toutes les recherches que j'ai faites depuis toutes ces années. Yoel nous a appris, pour tous ceux qui ont eu la chance de lire son article, que Sartre, dès 1946, avait endossé l'organe de l'Irgun qui venait de s'implanter en France. Il a été dès le début favorable à la cause du souverainisme juif en terre d'Israël. Mais pour lui, c'est très logique, hein, parce qu'il est pour la souveraineté de tous les peuples sur leur territoire. C'est-à-dire, ce n'est pas exclusivement juif, son positionnement. Lui, il aspire à ça. C'est ça son humanisme à lui. Il est pour l'autodétermination de tous les peuples. C'est clair et net. Ça, c'est sa cohérence à lui. Du coup, le plan de partage du 29 novembre 47, vous savez, de l'ONU, qui est à la source de tout, il y adhère complètement. Il dit oui, c'est très bien, deux États, comme la plupart des Juifs palestiniens de l'époque, on partage, puisqu'il y a une guerre civile entre les Palestiniens juifs et les Palestiniens arabes, puisqu'on s'appelait comme ça avant. Hein. C'est devenu un gros mot, si je puis dire, après, mais nous, il n'y avait aucun problème on était des Juifs de Palestine à l'époque, on savait que c'était la terre d'Israël. Et bref, et cette guerre civile, ils sont venus, vous connaissez l'histoire, et ils ont dit, les envoyés anglais, français et tout, ils ont dit ça à Explico, ils ont dit il faut partager le territoire. Sartre a souscrit à ça. Et il a souscrit jusqu'en 67. Je précise, comme ça on rentre un peu finement dans la psychologie de Sartre. Jusqu'en 67, il était complètement favorable à Israël, et pour cause, pourquoi ?
bon, ici je vous apprends rien, mais de 48 à 67, donc de l'indépendance d'État d'Israël à la guerre des 6 jours, les deux territoires palestiniens contestés, qui étaient Gaza et la Cisjordanie, ou la Judée-Samarie, West Bank en anglais, ben, l'un était occupé par l'Égypte et l'autre était occupé par la Jordanie. Et à l'époque, on ne parlait pas de territoire occupé. Et pendant près de 20 ans, ni la Jordanie n'a fait de la Cisjordanie un État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, puisque c'était eux qui occupaient Jérusalem-Est, ni l'Égypte n'a fait de Gaza un État palestinien indépendant au Caucase. Et ce n'est que après, en 67, quand Israël s'est retrouvé à occuper tous les territoires qu'on connaît, c'est là que Sartre, toujours dans sa cohérence, il est devenu aussi pro-palestinien, dans le sens il disait oui, mais ça, il faut que ça revienne aux Palestiniens. Voilà. Mais en ayant cette position, il est venu plusieurs fois en Israël, il n'a jamais varié d'un iota sur son attachement à Israël. Alors justement, donc je voudrais citer un dialogue absolument fascinant là, que tu rapportes entre Sartre et Lévy. Il faut rappeler, par exemple, que Lévy, dans La cause du peuple, ou, enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'écrivait, mais en tout cas, c'est ce qu'on pouvait lire dans La cause du peuple, donc le journal de Béné Lévy en 69. Israël était qualifié d'État aux structures théocratiques, racistes, colonialistes, capitalistes et fascistes. Et donc, il y a un dialogue entre Sartre et Béni Lévy sur Israël. Sartre lui dit, si on crée un État arabe et juif, ça ne marchera pas parce que les Arabes veulent foutre tous les Juifs dehors. Et Béni lui répond, détruire l'État d'Israël, ce n'est pas non plus, comme l'ont dit quelques idiots, jeter les Juifs à la mer. C'est-à-dire qu'il vient défendre en fait la position des Palestiniens. Ce n'est pas quelques idiots, c'est tous, lui dit Sartre. Non, lui dit Lévy. C'est qu'on ne les encourage pas à dire ce qu'ils disent. Et Béni dit, donc à la limite, on peut comprendre, c'est le sentiment naïf de ceux dont les terres ont été spoliées. Ils disent, on va jeter à la mer l'envahisseur. Donc il endosse complètement le narratif palestinien. J'entends régulièrement des ouvriers arabes ne pas faire la distinction entre les sionistes et les juifs. Bon, je ferai tout pour qu'ils fassent la distinction, je leur expliquerai. Mais enfin, oui, Béni Lévy qui dit ça, mais enfin, je comprends les mécanismes. Et donc Sartre lui répond, je le comprends aussi, mais tu sais, quand ils disent on veut détruire Israël, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est une force qui dans le monde arabe existe et qu'on n'a jamais déguisée. D'une certaine manière, il essaye de le dessiller de sa naïveté ou de son aveuglement, quoi. Donc, bravo. Et ça, alors ça, ce que tu lis, ce que je mets dans le livre, c'est tiré de ce livre que je vous ai montré tout à l'heure. 1974, on a raison de se révolter. C'est ici cet échange. C'est sidérant d'entendre ça. Et c'est pour ça que je vous dis que tout fonctionne dans ma théorie. C'est Sartre qui a passé ces 10 années à ramener Béni à sa condition juive et surtout à porter un autre regard sur Israël et le sionisme. Ça ne va que dans ce sens. Donc tous ceux qui disent tout d'un coup c'est tombé comme ça en 1980 dans l'espoir maintenant dans le Nouvel Obs et le jeune homme a manipulé le vieillard, ce sont juste des ignares, ce sont juste des gens qui n'ont pas lu, qui ne lisent pas les livres de Jean-Paul Sartre. Tout est là, toutes les pièces sont là. Il n'y a pas une seule fois où c'était l'inverse. Pas une seule fois Béni, qui se faisait appeler à ce moment-là Pierre Victor, hein, c'est pour être plus juste, n'a convaincu Sartre et l'a amené dans son sens. Ce n'est que Sartre qui a fait un énorme travail extraordinaire pour le ramener. Et alors, il y a un moment évidemment charnière. J'ai appris aussi quelque chose qui m'a fasciné dans ce livre, c'est que Sartre a refusé tous les prix, y compris le Nobel, y compris le prix Goncourt. Et le seul prix qu'il a accepté dans sa vie, excuse-moi, j'ai cru le Goncourt. En tout cas, le Nobel, il l'a refusé. Et le seul prix donc qu'il a accepté dans sa vie, c'est le prix de docteur honoris causa de l'université de Jérusalem. Et donc là, il va y avoir un voyage de Sartre et de Lévy en Israël. Et donc Sartre, en fait, va comment dire, inciter Lévy à venir en Israël. Je voudrais que tu nous parles de ce voyage. Alors d'abord, effectivement, c'est quand même, là aussi, c'est un signifiant très fort. Pourquoi Sartre a refusé tous les prix toute sa vie? C'est très important de savoir ça. Il a refusé les prix, il a refusé le mariage avec Simone, il a vécu 50 ans avec elle, bon, à leur façon, hein, pour ceux qui connaissent. Mais bon, on ne peut pas dire autrement. Je veux dire, il a refusé tout, tous les papiers et tout. Vous savez, moi, je pense que vous connaissez tous ça, enfin, ce que je vous dis là, ce que je vais vous dire, c'était un anarchiste de la première heure à la dernière heure, mais un anarchiste dans le sens le plus fort du terme. C'est ça, Jean-Paul Sartre. Hein. Le cœur de ce qui le fonde, c'est son anarchisme. Donc, en étant anarchiste, forcément, il est contre tout. Et aucun prix, il en veut aucun. C'est pas pour lui. C'est pas son. Il était anarchiste même dans son mode de vie. Il faut savoir. Donc, il était millionnaire. Il vendait des livres comme c'est pas possible par millions, hein, dans le monde entier. Il faut voir comment il vivait.
je veux dire, un petit appartement, un mode de vie chiche, et il ne faisait que redistribuer son argent autour de lui. C'est pas d'économie, ce que tu dis dans le livre. Ah, c'est incroyable. Mais je ne vous raconte pas le nombre de témoignages de personnes qui ont vécu pendant des années grâce à la générosité de Sartre. Non seulement des amis ou des gens qu'il connaissait, mais même parfois des gens qu'il croisait. Il savait qu'il était en difficulté et tous les mois, il recevait ou une enveloppe ou un chèque de la part de Jean-Paul Sartre. Quand il est mort, il n'avait quasiment pas d'argent parce qu'il avait tout distribué. On parle de millions. C'est incroyable. C'était un anarchiste pur et dur, l'antimatérialiste absolu. Il ne cherchait pas les possessions, pas les biens. C'est important pour qu'on comprenne la psychologie. Et donc, c'était quoi, pardon? Le voyage en Israël. Voyage. Et donc, quand il accepte le docteur honoris causa, le seul prix qu'il accepte de sa vie, pour moi, c'est une évidence. On est à mi-parcours de sa relation avec Béni, et moi, je soutiens que c'est pareil, pour réveiller Béni. Avant d'arriver sur Israël tout de suite, pour aussi que les gens y comprennent, quand tu as dit que Béni ne connaissait de son expérience juive que celle du malheur. Il faut comprendre pourquoi. C'était pas un idiot, loin de là. Il a 10 ans, comme tu l'as répété, puisqu'il est né en 45, 11 ans. Il est né en 45, il est chassé en 56 d'Égypte, comme tous les juifs. Dans le livre, je soutiens que ça a été le premier pays, Judenrein, l'Égypte, et personne n'en a parlé comme ça. Donc lui, il est arraché à 11 ans à sa terre natale, à ses amis, à sa ville, etc. Et il a subi l'errance. Parce qu'ils sont arrivés d'abord en Belgique, il n'a pas pu arriver en France. Enfin bref, il s'est dit, mais en fait, c'est une horreur des Juifs. Lui, son vécu d'enfant, comme beaucoup de Juifs de l'histoire, surtout en bas âge comme ça, c'est pour ça cette phrase, elle est très émouvante en fait. Il a dit, je n'ai connu que le malheur de cette condition juive. Donc en fait, il a rejeté cette condition. Il a dit, celle-là, elle est poissarde. Je ne veux pas être juif. Ce que je veux être, c'est un humain, un humaniste, un internationaliste, un homme du... C'est pour ça qu'il était contre tous les nationalismes. C'est pour ça qu'il avait adhéré à la révolution culturelle de Mao. Pas du tout au stalinisme ou quoi, mais la révolution culturelle, pareil, pour ceux qui connaissent. Ça, il y avait adhéré comme un doux rêveur. Donc, tu vois, il n'y avait pas de côté. C'était ça ce qu'il fondait. Donc, effectivement, 76, il reçoit le docteur honoris causa. Ça se passe à Paris, à l'ambassade d'Israël. Et pour la petite histoire, parce qu'au moins je peux vous ramener le nom de mon maître, c'est à l'initiative d'Emmanuel Lévinas que l'Université hébraïque de Jérusalem a remis ce prix à Sartre. Et Lévinas, en fait, il avait été approché il a approché Béni pour savoir s'il accepterait, parce qu'il ne voulait pas l'humiliation de lui proposer, comme tous les autres avant lui, le Nobel, la Légion d'honneur et tout. Et quand il a fait savoir qu'il accepterait, et ça a vraiment secoué Béni qu'il accepte. Imaginez, Béni qui connaît mieux que personne, parce que Béni, à ce moment-là, 25 ans, il connaît par cœur toute l'œuvre de Sartre. Et il connaît aussi son positionnement. Donc quand il voit qu'il accepte, il est sidéré. Et ça, donc la cérémonie se passe à l'ambassade de France en 67 en présence de Lévinas. Et pour la petite histoire, la seule photo qui existe entre Sartre et Lévinas, c'était ce jour-là. C'est la seule photo qui existe, vous la trouvez partout sur Internet. Tapez Sartre, la photo est super émouvante. Ils ont le même gabarit, il faut les voir. Ils se respectaient, ils s'admiraient beaucoup. Et donc, c'est en fait seulement en 78 qu'ils sont allés, un peu plus tard, et c'était suite au voyage de Sadat à Jérusalem. Et regardez la manipulation psychologique de Sartre avec Béni. Il s'est dit, Sadat et l'Égypte, le Caire. Mon petit Pierre Victor, là, il est né au Caire, Égypte. Ben, maintenant qu'il y a eu ce voyage, peut-être que ça va le chambouler, ça va le titiller si je lui propose d'aller en Israël. Il n'est jamais allé de sa vie. Il rêvait de détruire ce pays. Ben, viens, je l'emmène. Et il lui dit, qu'est-ce que tu penses si dans la foulée du voyage de Sadat à Jérusalem, nous y allons nous aussi? Et là, Béni, il dit, ouais. Et puis, ils y vont. Et là, il se passe un truc dément. Dément. Quand je l'ai lu, je n'ai pas cru. J'ai dû prendre, j'ai fait comme les... Il m'a fallu 3 sources pour pouvoir valider le truc. J'ai dit, c'est trop énorme. Figurez-vous que Sartre emmène Béni au Cotel. Et Sartre avait du mal à marcher à ce moment-là, donc il reste, vous savez, sur ce fameux parvis, dans la voiture. Portière entrouverte. C'est Bengal, son ami et le petit copain de sa fille adoptive, Arlette, qui est son chauffeur et son guide. Et Béni dit, ben, je vais aller moi au mur, seul. Et puis il s'avance vers le mur, Sartre le voit,
Et puis, ça, c'est Bengal qui raconte. Et puis, il y a un religieux quoi, qui met un calot, vous savez, là, en carton sur la tête de Béni. Et puis, Béni le met. Et là, Sartre, il dit à Bengal, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, il met le calot. Mais il n'a jamais vu Béni mettre un calot. Et Sartre, Bengal raconte que Sartre est sidéré. Mais sa sidération n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Il a 30, 60, il est né en 45 et on est en 78, il a 33 ans. Il a 33 ans. Et puis il voit tout d'un coup Sartre, qui est un type qui vient vers lui, qui lui met deux lanières noires, enfin il est luttant, et il voit qu'il fait un truc bizarre, il dit oui, il voit la caisser, puis il commence à voir Béni, Pierre Victor se faire enrouler un truc sur le bras, puis sur la tête. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait? Sartre n'a jamais vu ça de sa vie. Il lui dit qu'est-ce qu'il fait? Et là, Bengal, le chauffeur israélien, il dit qu'il est tout aussi sidéré que Sartre. Il dit mais Jean-Paul, Sartre, je crois que Pierre Victor est en train de faire sa bar mitzvah. À 33 ans, c'est la première fois de sa vie qu'il mettait les tefilines au cotel en présence de Sartre. Je vous dis que Sartre l'a retourné, mais comme j'ai jamais vu. Alors, que dans le bon sens. Moi, j'ai parlé dans le livre d'un matraquage d'amour. Pendant 10 ans, il n'a fait que donner de l'amour à Béni. Il lui a donné sa nationalité, il lui a fait retrouver son nom, sa judéité. Enfin, il lui a donné un travail, parce que vous savez qu'il est devenu secrétaire particulier. Mais ce que tu dis, je vais devoir m'absenter, je suis vraiment désolé, là, quelques minutes, je vais revenir. Et je pense que, Yoël, si tu es d'accord, en fait, la salle peut poser déjà des questions. Mais Sartre, en fait, fait ça. Bon, c'est ce que tu expliques dans le livre, c'est-à-dire que l'existentialisme pour Sartre, c'est être vraiment ce qu'on est. C'est-à-dire, et ça, j'ai trouvé que ça rejoignait vraiment l'enseignement du Rav Kook, c'est-à-dire d'exprimer son essence intérieure. Pas comme le garçon de café, justement, qui joue au garçon de café. Et en fait, Béni Lévy jouait aux révolutionnaires, jouait aux gauchistes. Et Sartre, lui, non, il faut que tu sois toi-même. Donc, il y avait une forme d'altruisme chez Sartre qui voulait faire exister son ami. Mais au-delà de ça, ce que j'ai découvert aussi dans le livre, c'est qu'il y a une forme de messianisme, en fait, chez Sartre, en tout cas à la fin de sa vie. Enfin, oui, alors. D'abord, clairement, tu prononces le mot messianisme. Oui, le mot est prononcé, et plus d'une fois, par Sartre dans L'espoir maintenant. Ça, c'est clair et net. Et c'est, je pense, ce qui a fait que. Regardez, j'ai apporté avec moi, parce que ça, c'est quand même précieux, ça. Ça, c'est l'original, le Nouvel Obs du 10 mars 1980. Vous voyez, il y a écrit le numéro 800, le titre L'espoir maintenant par Jean-Paul Sartre. Sur la couverture, vous ne voyez pas le nom de Béni Lévy, c'est que dans la page intérieure. Il y a écrit Entretien avec Béni Lévy. Je précise que c'est Sartre qui a demandé à Béni Lévy de signer pour la première fois de son vrai nom Béni Lévy et pas de son nom Pierre Victor. C'est là-dedans qu'il parle de mécénisme juif, entre autres. Du coup, vous voyez ce que je tiens à la main là, ça ressemble à un magazine. C'est de la dynamite. Ah ben non, c'est l'inverse. Ah, pardon, oui, d'accord. Je raconte exactement le. Bravo, pardon. Oui, finalement, il a accepté, forcément. C'est pas qu'il a refusé, c'est qu'il était sceptique. Et c'est. Alors, bravo pour l'intervention. Vous me permettez de. Je vais être votre porte-voix pour raconter cette anecdote qui est délicieuse et qui est relatée dans le livre. C'est les mémoires de Jean Daniel. Jean Daniel raconte que c'est tellement explosif ce qu'il est. Parce que, bien sûr, Sartre a fait porter. Enfin, bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir, mais Sartre a fait porter le texte par Pierre Victor à Jean Daniel pour qu'il le lise et le publie dans le Nouvel Obs. Quand il lit ça à Jean Daniel, il tombe, il dit mais c'est génial, mais c'est trop beau pour être vrai. Il le fait lire à Olivier Nora, pardon, à son oncle, excusez-moi, Pierre Nora, l'académicien, l'historien, qui travaillait avec lui au Nouvel Obs. Pierre Nora, il a cette phrase géniale, il dit à Jean Daniel, nous avons fondé ce journal pour pouvoir publier ce genre de texte, tellement qu'il est ébloui par l'espoir maintenant. Mais il a quand même un doute. Il dit, il fait trop de propositions qui sont renversantes par rapport à ce qu'il a dit depuis 50 ans et écrit depuis 50 ans Sartre. C'est pas possible. Donc il demande à Sartre un entretien. Et ils ont le coup de fil. Et c'est quand il dit à Sartre, il dit, mais quand vous écrivez ça, et puis il commence, Jean Daniel, il raconte ça dans ses mémoires, hein. Il commence à citer le passage à Sartre, et là Jean Daniel, il dit, et Sartre le savait par cœur, parce qu'il était semi-aveugle, hein, il avait une cécité.
Et donc, Sartre se mettait à lui réciter par cœur le reste du texte. C'est là que Jean Daniel a dit, OK, on publie. Et d'ailleurs, ils l'ont publié en 3 numéros. Là, ce que je vous montre, c'est le premier. Il y a eu le 10 mars 1980, puis le 17 mars, le deuxième épisode, et le troisième épisode, le 24 mars 1980. Pour la petite histoire, le 20 mars, entre le 2 et le 3, Sartre est emmené à l'hôpital et il va mourir le 15 avril. Et c'est pour ça le titre du livre, je l'ai appelé Achever Sartre. Il y a 2 sens. Il y a le mien, qui est favorable, positif. Je veux achever Sartre, ou je propose d'achever Sartre, de la même façon qu'on achève un édifice. Et je prétends qu'on ne peut pas achever la question Sartre, la philosophie de Sartre, si on ne prend pas en compte l'espoir maintenant comme son œuvre testamentaire. Mais je dénonce ceux qui ont achevé Sartre, ceux qui l'ont poussé à la mort, qui ont accéléré sa mort par la virulence des attaques qui ont eu lieu quand il a publié ce texte. Voilà ce que je prétends notamment. Si vous avez des questions. Oui, oui. Alors voilà, Stéphane, bonne question. Vous avez entendu la question? Pourquoi c'est de la dynamite? En tout cas, pourquoi ça a été de la dynamite? Enfin, c'est toujours, enfin, j'espère un peu moins grâce à mon livre, mais pourquoi c'est de la dynamite? Parce que Sartre revient, il y a une dizaine, douzaine de thèmes qui sont abordés dans ce texte. Il est question, pour ceux qui connaissent, la fraternité-violence. Alors ça, dans Fraternité-violence, dans Critique de la raison dialectique, c'est un ouvrage important de philosophie de Sartre, dedans, il explique que c'est une fatalité pour l'aspiration à la fraternité humaine que d'en passer par la violence. Okay, ce qui est en gros ce qui justifie toutes les pires horreurs au nom de n'importe quel stalinisme. C'est ça ce qu'il veut dire. Hein. Et ben, notamment, il revient dessus. Sur plein de concepts, il revient. Alors, c'est de la dynamite. Pourquoi? Parce qu'en gros, avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il sabote tout l'héritage qu'il a laissé à ses sartriens, qui lui mangeaient dans la main. Vous savez, ces petits moineaux-là. Et là, les mecs, ils se trouvent tous désemparés. Simone de Beauvoir, Olivier Todd. Vous savez qui c'est Olivier Todd, hein? Ouais. Olivier Todd, enfin, toute cette clique-là de salopards, de salauds, au sens sartrien du terme, hein, j'insulte personne, au sens sartrien philosophique, des vrais salauds qui ont massacré et qui ont dit, mais enfin, s'ils chamboulent tout avant de partir, mais nous, on est dans la mouise, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ils étaient incapables de réfléchir par eux-mêmes, parce qu'en fait, l'espoir maintenant, c'est une proposition d'une nouvelle morale. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, c'est un livre qui, jusqu'à aujourd'hui, me stimule, ces petites 60 pages. Dès que je veux me donner un coup de pêche, c'est l'équivalent pour moi d'un Guronzan intellectuel. Je prends ça et ça me redonne du tonus et de la pêche. Tu as envie de changer le monde dans le bon sens du terme. Parce que pour une fois, ils ne disent pas des âneries. Vous voyez, quand je vous lisais des passages de On a raison de se révolter, vous avez presque envie de brûler le truc. Vous dites, bon, c'est des idiots. Ils sont peut-être très intelligents, mais ils disent des bêtises monumentales. Dans les sports maintenant, c'est l'inverse. Vous avez 2 esprits supérieurs, 2 génies qui disent des choses brillantes. Et notamment, et là aussi, c'est pas du tout passé, c'est là où, à la fin, le dernière partie de l'espoir maintenant, quand il corrige l'aporie de 1946 dans Réflexion sur la question juive, et Sartre il dit finalement, je me suis trompé dans la question juive. Le juif n'est pas défini que par le regard de l'antisémite. Figurez-vous, oui, il y a une naissance juive. Et il appelle ça, il parle de la métaphysique juive. Et il dit donc, et qu'est-ce qu'il en prend quoi comme enseignement? Il dit que l'aspiration qu'il a depuis toujours à la fin de la Révolution, parce que pour lui, 1789, c'est le début de tout. Mais sauf qu'on n'est pas arrivé encore à la fin de 1789. Et il dit, ben, peut-être que la solution, elle est à trouver dans le messianisme juif. Et dans ce petit texte, c'est pour maintenant, publié dans le Nouvel Obs, vous avez Sartre qui explique à Béni Lévy, encore ignorant à ce moment-là, on est en 1980, il n'a pas encore fait cette échouva, il n'est pas encore allé à la Yeshiva de Strasbourg, il n'est pas venu s'installer ici. Et il explique à ce jeune juif ce que c'est que le messianisme juif. C'est de la dynamite, c'est sidérant. Sidérant. Attendez le micro. On a étudié avec
Benny ici, j'ai fait un doctorat avec lui, et il disait qu'il était venu un jour voir Sartre, et il lui a dit, j'ai découvert une chose extraordinaire dans un livre qui s'appelle Le Sefer Yetzira. Le monde a été créé à partir de l'être. C'est extraordinaire. Oui. Donc, il y avait déjà un mouvement de tchouva chez Benny Lévy qui déjà été initié à l'hébreu. D'ailleurs, dans le livre, Benny Lévy dit à Sartre, il faut que tu apprennes l'hébreu. Il le sermonne. Sartre dit, je suis trop vieux pour ça. Donc, il y a quand même, chez Benny, il y a eu ce retour, peut-être qui a été initié par Sartre, comme vous l'expliquez très bien. Mais après, il y a eu donc cette dynamique personnelle de Benny entre lui et lui-même qui lui a permis effectivement tout ce cheminement extraordinaire qui l'a amené à Jérusalem. Alors, super, très bonne intervention. Si vous me permettez, j'explique pourquoi. Oui, sur tout ce que vous dites. Je vais prendre deux axes, simples et rapides. Le premier, ils ont commencé à travailler, vous vous rappelez, je vous ai cité tout à l'heure, 4 ans avant la parution de Espoir Maintenant, cette fameuse interview dans Libération où Sartre annonce ce qui va sortir 4 ans plus tard. Donc pour moi, déjà, ça dégoupille l'effet dynamite. Pour ça que je le trouve artificiel. Il faut, puisqu'il a tout annoncé avant. Ils ont travaillé pendant 5 ans au quotidien, Sartre et Benny. Et pendant ces 5 ans, ils ont passé... Voilà. Le titre de L'Espoir Maintenant, à l'origine, devait être Pouvoir et liberté. C'est ce qu'il annonce dans l'entretien de Libération. Il dit, je travaille à un livre. Vu que j'ai perdu la vue, je vais faire un livre de dialogue avec le jeune Pierre Victor, et ça va s'appeler Pouvoir et liberté. Vu que le résultat, il a un petit peu dû anticiper la publication, et il a publié, en fait, L'Espoir Maintenant, ce n'est qu'un extrait. C'est pour ça que ça fait de 60 pages. Mais alors, quelle densité! Et c'est une sorte de synthèse. Donc, le vrai Pouvoir et liberté ne sortira jamais. Ce que nous montre notre ami, comment vous appelez? Non. C'est quoi votre prénom? Gilles. Ce que nous montre Gilles, ce sont les notes de travail de Benny qui ont été publiées post-mortem. Ce sont ces notes de travail. C'est un outil précieux. Et je vous disais qu'à 2h, là, 3h, j'étais chez Léo, chez la veuve de Benny. Et j'ai eu la chance avec ma fille, on a vu ces notes-là de l'espoir, on les a vues en papier. Ces originaux, ils sont chez elle. Donc, ils ont publié les notes qui sont très précieuses. J'en cite quelques-unes qui sont très pertinentes. Je reviens. Pendant ces 5 ans de travail quotidien ensemble, Sartre ne voit plus. C'est Benny qui lui fait la lecture sur un programme proposé par Sartre. Il passe en revue tous les théoriciens de la Révolution, les hérésies chrétiennes, Hobbes, Locke. Enfin bon, il passe tout en revue. Et arrive... Vous allez voir où je vais revenir maintenant, Gilles, sur ce que vous me dites. Et arrive Lévinas, proposé par Sartre, à la lecture à Benny. Benny avait, on sait, alors ça c'est génial, on sait que Benny avait lu sur les bancs de Normal Sup Lévinas par le témoignage d'un homme incroyable. Vous avez entendu parler, c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, il s'appelait Alain Goldman. Comment j'ai dit le chanteur? Jean-Jacques Goldman. Ah, pardon. Je parle de Pierre, moi. Excusez-moi. Alain Goldman, c'est un producteur. Excusez-moi. Non, mais vous voyez, ça c'est... Regardez, ça c'est mes deux. J'ai un cerveau philosophie, un cerveau cinéma. Vraiment, Alain Goldman, c'est Ilan Goldman, c'est le producteur. Il me pardonnera. Exactement. Alors justement, bravo. C'est dans ce livre, Mémoire d'un jeune juif polonais, qu'il a écrit en prison. Et ben, c'est lui qui dit, c'est en fait la seule source qu'on a, c'est lui qui dit que quand il croisait, mais je parle de ça bien avant la Teshuvah de Benny, hein, c'est lui qui a dit dans ce livre, je croisais ce jeune Benny Lévy, il a dit, déjà on voyait qu'intellectuellement il surclassait tout le monde à Normal Sup, et il était en train de lire Emmanuel Lévinas. Mais Benny après a dit que ça l'avait laissé. Il est passé à côté à ce moment-là. Il était très jeune, il avait 20 ans, il est passé à côté de Lévinas. Donc c'est vraiment Sartre qui lui fait redécouvrir ou découvrir, je dirais, Lévinas pour de vrai, et c'est là que tout change. C'est-à-dire que c'est par Lévinas, parce que ce qu'il appelle Benny la pensée du retour de Lévinas, c'est là qu'il va commencer ce que vous avez dit exactement, Gilles. C'est par l'étude de Lévinas avec Sartre qu'il va commencer à aller vers les textes. Sartre, Lévinas, il appelait ça les vieux grimoires. Très jolie formule. Les textes sacrés.
qui va il va se mettre à l'hébreu, qui va étudier avec Jean Zatlat, pour ceux qui connaissent, etc., etc., et qui va faire lui-même son propre travail. Et je termine, le passage que vous dites, c'est dans Les Sports maintenant. C'est dans Les Sports maintenant qu'il dit à Sartre, mais tu aurais pu te mettre à l'hébreu, après tout, tu es Sartre. Dans le sens, tu es un génie. C'était pas compliqué pour toi d'apprendre l'hébreu, parce que Sartre, il dit, le reproche que je me fais, c'est que je n'ai pas accès à toute la sagesse juive à cause de l'hébreu que je ne maîtrise pas. Et c'est là qu'il l'interpelle, Béni. Et Sartre lui dit, mais toi, en revanche, tu es jeune, tu as encore tout le temps devant toi. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, je reprends le fil de l'entretien. Donc, il va y avoir, j'entendais que tu en parlais à l'instant, ce retour en fait de Béni Lévy au judaïsme avec Lévinas, et il va y avoir cet alia en Israël. Qu'est-ce qu'il va faire qu'en fait il va décider de venir s'installer en Israël et de vivre ici? D'abord, il n'aurait pas aimé que tu dises le mot alia, parlant de Alors, Béni. justement, je voulais te mettre sur cette piste. Alors, bon, mais là, on est très, très loin, bien après la mort de Sartre. Bon, alors le parcours de Béni, moi je l'évoque à peine, tu as raison, le livre n'est pas sur Béni. La preuve, j'évoque bien entendu ce qui s'est passé après pour lui, mais tu as vu en quelques pages seulement. Tu as raison, ce n'est pas centré. Si tu vois bien comment c'est écrit, parce que je sais que tu as bien lu et ça m'a vraiment fait plaisir, en fait, j'ai écrit ce qu'on dit en écriture de scénario au cinéma, j'ai écrit en point de vue subjectif. C'est-à-dire qu'en fait, tout le livre est écrit comme si j'étais sur l'épaule de Sartre. Parce que j'ai voulu prendre son point de vue, parce qu'on ne l'a jamais donné de tout ce temps pour cette histoire. Donc, effectivement, je suis avec Sartre du début à la fin dans le livre. Alors, bien sûr qu'il y a Béni qui est là, mais effectivement, ce n'est pas lui le cœur. Donc, j'évoque à la fin, quand Sartre va mourir, en fait, il faut savoir que quand on lit l'Espoir maintenant, je vous invite tous à le faire. Mais, hein, oui, exactement, traduit en hébreu. Et d'ailleurs, je devrais dire une chose, vous dites traduit en hébreu, et je voudrais rendre honneur encore une fois aux Américains, parce que beaucoup de Français pensent que ce sont des attardés mentaux. Je peux vous dire que en tout cas, moi j'ai la preuve, que sur toute la question hautement pointue de Sartre, l'existentialisme et de Béni Lévy, ils étaient en pointe. Parce qu'ils n'ont pas attendu que modestement je sorte mon livre des années plus tard pour prendre fait et cause pour la bonne version, à savoir que c'est bien Sartre qui parle dans l'Espoir maintenant et qu'il n'était pas ventriloqué par Béni. La, la première traduction en anglais de l'Espoir maintenant, elle intervient à l'automne 1980. Rapide, mais regardez comment c'est titré. The Last Words of Jean-Paul Sartre. Ils ont tranché, eux, les derniers mots de Jean-Paul Sartre. Pas de polémique chez eux. Ils ont très bien compris. Ils ont su lire ce que moi, modestement, jeune, j'avais su lire. Oui, c'est du Sartre, évidemment, et rien d'autre. Donc, effectivement, ça a été aussi traduit en hébreu. Et c'est là-dedans que ils vont traiter de tous ces sujets. Mais je voudrais faire une précision parce que, pour clarification, je trouve que c'est super important. Je vais vous le faire. Tu as dit, ça aussi, ça m'a beaucoup touché, que tu as trouvé que c'était expliqué simplement. Absolument. Mais l'existentialisme. Je me rends compte qu'on ne l'a pas fait là. Et regardez, je vais vous le faire en 2 phrases. Pour qu'on comprenne bien ce qui a animé Sartre toute sa vie. Qu'est-ce que c'est que l'existentialisme? Parce qu'après tout, c'est une marque extraordinaire. Hein. Il a inventé l'existentialisme. Vous connaissez, vous, un philosophe depuis 40 ans qui a inventé quelque chose comme ça d'aussi énorme? Bon, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est dans l'être et le néant. Et toi, tu l'as rapproché du Rav Kook. Donc, tu vas me dire, ce que je dis, tu me confirmeras s'il y a des ponts à faire entre les deux visions. Ce que nous dit d'intéressant et de passionnant Sartre dans l'existentialisme, moi, ce que j'ai adoré, ce que je trouve être un moteur très puissant, c'est qu'en fait, il nous dit d'une certaine façon l'inverse de ce que disait Spinoza, qui avait été, moi, un de mes héros d'adolescence, mais je ne comprenais pas très bien, visiblement. Qu'est-ce qu'il veut dire dans l'existentialisme? Il y a une phrase qu'il faut retenir, qui est très connue, c'est l'existence précède l'essence. L'essence en un seul mot. Hein. L'existence précède l'essence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Sartre? Et en quoi c'est génial? L'existentialisme, en fait, c'est la philosophie suprême de la liberté. La liberté au sens ontologique, la vraie liberté. Pourquoi cette phrase, c'est la liberté? Parce qu'il veut dire que quand on vient au monde
l'existence. À partir du moment où on vient au monde, nous sommes une page blanche. Il n'y a pas d'essence derrière nous. Donc, vous voyez, c'est anti-Spinoza. On n'est pas les héritiers de notre ADN, de notre milieu culturel. Non, 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 non. Il dit on est une page blanche. Du coup, ce sont nos actions qui nous définissent. Du coup, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Vous voyez, on est à des années-lumière de la pleurniche actuelle. Il vous dit, tout ce qui vous arrive, c'est vous. Donc, c'est la liberté suprême. Tu n'es pas attaché par une essence. Vous voyez, donc il n'avait pas attribué ça à l'époque que aux Juifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de parano. Il faut bien lire toute l'œuvre de Sartre. Il avait écrit en plus ça, L'être et le néant, 3 ans avant réflexion sur la question juive. Il avait juste appliqué en toute logique le même principe aux Juifs. Mais vous voyez, c'est ça la révolution. Mais si je t'ai posé cette question sur l'Alia, excuse-moi, enfin, en tout cas Oui. la venue en Israël de Benny Lévy, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé, c'est pourquoi Lévy, en fait, n'avait pas sauté le pas du sionisme et justement ne s'était pas rapproché de cette Torah du Rav Kook. Et c'est pour ça que je t'ai interrogé tout à l'heure sur le messianisme de Sartre. Je voulais te lire l'extrait d'une interview que mon ami Pierre Lursa a réalisé avec Benny Lévy un peu avant sa mort, à la fin des années 90. Et Benny Lévy lui dit ceci. Or, Sartre est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans les livres, qui pensait profondément que les mots étaient des choses. À un certain niveau de profondeur, on est là dans un troublant voisinage avec le davar hébraïque. Sartre était profondément métaphysique, c'est-à-dire qu'il était tenté de surprendre dans l'expérience la trace de l'absolu. Il a entendu dans le messianisme juif la possibilité d'une reformulation de la révolution. Je vous disais tout à l'heure, exactement. Donc, pourquoi est-ce que, je dirais, c'est en tout cas c'est le sentiment que j'ai, moi, pourquoi est-ce que Benny Lévy s'est arrêté en chemin? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé vers... Dans le chemin, j'entends... Attendez, laissez-le finir. Voilà, non, mais c'est ma question. Je réponds et vous pourrez répondre, bien sûr. Mais c'est-à-dire, non, parce que moi, je comprends pas. Il s'est arrêté en chemin par rapport à ça. Il s'est arrêté en chemin dans ce messianisme juif. C'est quelque chose, si tu veux, de mon point de vue, hein, il n'a pas été au bout en considérant que l'État d'Israël, le retour du peuple d'Israël sur sa terre, faisait partie d'un projet. Bon, alors ça, c'est... Okay. Voilà. Alors, c'est pour ça, effectivement, je disais tout à l'heure, il n'aurait pas aimé, tu parles d'Alia. Il y a une chose à laquelle il est resté fidèle toute sa vie, Benny. De la même façon que Sartre est resté toute sa vie fidèle à ses idées anarchistes, Benny n'a jamais été sensible aux sirènes du nationalisme, quel qu'il soit. C'est pas son truc. Embrasser un drapeau, se mettre debout sur un hymne national, c'est juste pas son truc. Donc, même quand lui, il vient à Jérusalem, il parle pas d'Alia, mais il vient au cœur, hein. Il vient, il se met à étudier. Enfin bon, il fait ce qu'il faut, hein, il y a pas de... Mais il le fait sans adhérer à un nationalisme. Maintenant, il a vécu en Israël, à Jérusalem, il est mort à Jérusalem. Il ne fallait pas qu'on touche à Israël à partir de ce moment-là. Pour lui, il ne fallait pas qu'on touche à Jérusalem. Mais tu dis qu'il avait de méfiance par rapport au sionisme? Par rapport en général au nationalisme. Le sionisme au sens, pour lui, du nationalisme. Le fait si tu veux, dans la partie du sionisme, le fait de dire c'est le retour des Juifs, des indigènes hébreux sur leur terre ancestrale, ça, oui, il y a des... Enfin, à ce moment-là, c'est fini, bien sûr, c'est admis pour lui. Lui-même fait ce travail. Mais la partie nationaliste, non. Un peu, vous savez, il y a une figure ici brillante, mais hyper controversée, Yeshayahu Leibovitch, qui était un peu comme ça. Il n'adhérait pas du tout au nationalisme, mais pourtant, il était là, Jérusalem, bref. Donc, il faut comprendre, ça, il avait toujours en horreur le nationalisme, quoi qu'il arrive. Mais pas l'essence même du retour des Juifs en Israël, au contraire. Ça m'intéresse de ce que vous vouliez dire, monsieur. Expliquer au niveau psychologique là, l'antinationalisme de Benny, il faut voir que c'est un homme de la radicalité. Je veux dire, nous quand il avait créé son école doctorale, on lui disait tu es passé de Mao à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être capable, il ne pouvait pas, il ne voulait pas
être dans une sorte de Derer Emsaït, de voix médiane. Pour lui, ce n'était pas possible. Il fallait qu'il soit toujours dans une forme extrême. Et c'est comme ça qu'il voyait sa pensée. C'est un homme de l'extrême. Il était d'une extrême intelligence et il était d'une extrême radicalité dans tout ce qu'il pensait, dans tout ce qu'il faisait. C'est pour ça que lorsqu'il est venu en Israël, il ne pouvait être que Haredi. Je lui avais proposé, moi, je lui avais donné des textes du Rav Kook. Il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Après, je lui ai offert le livre de Manitou sur la parole et l'écrit. Là, il me dit ah, il y a des choses intéressantes quand même. Il a accepté un petit peu cette ouverture, mais ça lui était très difficile. Alors, Katie, après. Alors, oui, effectivement, ce que vous dites, il faut dire comment se définissait Béni quand on lui parlait du sionisme. Il se définissait ici, en Israël, à Jérusalem, comme un ger toshav, un résident étranger, jusqu'à ce qu'il nous quitte, très prématurément en 2003, pendant Sukkot, dans sa souka. Il s'est toujours défini ici comme un ger toshav. D'accord, ça dit déjà beaucoup. Et effectivement, c'est vachement bien que vous ayez rappelé cette formule qui lui avait été attribuée à partir de l'espoir maintenant par l'intelligentsia sartrienne. Moi, je les appelle la Sartrie. Évidemment, c'est pour moi très sarcastique de les appeler comme ça. Et bien, effectivement, les Sartriens, mais lui, quand il disait ça, les Sartriens, c'était pour lui faire le reproche. Ah, il est passé de Mao à Moïse. Ils avaient trouvé une bonne formule. Sur ça, deux choses. D'abord, Béni détestait cette formule et il a faisait corriger en disant de toute façon, ils ne comprennent rien, c'est des ignares. Parce que s'ils comprenaient quelque chose, s'ils avaient un peu de culture biblique, ils devraient dire je suis passé de Moïse à Mao à Moïse, puisque je suis né juif. Ensuite, exactement cette formule, j'adore ce que vous l'avez cité parce que, comme vous dites, elle illustre, elle a au moins une vertu, je dirais, c'est qu'elle illustre effectivement que c'est un homme de radicalité et qu'en gros, elle illustre bien qu'il est passé d'une radicalité à une autre. Il était 100% Mao, il est devenu 100% Moïse. C'est pour ça que pour moi, je la trouve intéressante, même si lui, il l'apprécie pas, mais elle est intéressante pour comprendre sa psychologie. Il y avait une question de Katie Kupfer. Donc, quelle aurait été sa position en Israël, demande Dana. Maintenant, dans l'Israël d'aujourd'hui. Alors, d'abord, je veux dire, Katie, je pourrais jamais faire parler Béni, qui n'est plus là. Ce serait ridicule de ma part. Non, mais ce que, non, ça la regarde. Mais ce que, non, mais là, en fait, en revanche, il était, il s'est exprimé au moment de la seconde intifada. Vous trouvez ça, hein, ces interventions, même filmées. Alors, je sais pas où c'est disponible. Moi, j'ai tout. Mais je crois que c'est un peu, si vous fouillez un peu sur des trucs et tout. Oui, mais il y a aussi mon pote Michael Greenspan qui a fait une vidéo. Je suis pas sûr. Je ne peux pas vous la trouver. En tout cas, c'est pas compliqué. Franchement, ça se trouve. En tout cas, sur la seconde intifada, je vous jure. Alors, il avait vous savez, il avait un phrasé, un vocabulaire très à lui. On pouvait pas lui souffler des mots et il adoptait pas les mots à la mode. Donc, mais avec ses termes à lui, avec son phrasé à lui, je veux dire, il était sur une position, je veux dire, je dirais, pas du tout conciliante vis-à-vis du narratif palestinien. C'est clair et net, pour le dire comme ça. Il était à 100%, j'y arrivais, aucune ambiguïté. Pour moi, donc, il avait vraiment fait une bascule absolue. Et puis, en plus, plus tard, il dira ça aussi, on le trouve dans l'Espoir maintenant. Enfin, plus tard, déjà dès 80, Ketty, dans l'Espoir maintenant, quand vous lirez, il dit à un moment donné à Sartre, quand il lui dit oui, mais on avait dit ça et ça dans la clause du peuple et tout. Et Béni lui-même, dans l'Espoir maintenant, il dit mais on disait beaucoup de bêtises à cause de notre engagement militant. Donc, même lui avait fait son mea culpa, si je puis dire. Alors, voilà. Moi, j'ai une dernière question. On va prendre d'abord des questions du public, après on va conclure. Allez-y, Brigitte. Et qui, donc, tout de suite après, s'interroge sur l'antisémitisme, qu'a donc fait M. Sartre de sa liberté pendant la guerre.
Excellente question. Oui, alors donc, tout le monde a entendu, je pense. Ouais, alors, bonne question. Non, non, il n'a pas du tout collaboré. Mais d'abord, sa liberté. Bon, il a été prisonnier pendant un temps, ça vous savez. Et quand il a été après libéré d'un camp de prisonniers allemands, ben, ce qu'il a fait, bon, il n'a pas été un grand résistant, c'est clair. Il n'a pas du tout été un collaborateur, ça c'est sûr. Vous avez, même vous, vous avez cité, vous avez dit, vous avez rappelé, je vous l'ai dit aussi, c'était en 1943 qu'il a écrit L'être et le néant. Et Stéphane nous a lu tout à l'heure que Béni a dit c'était foncièrement un homme de mots, de lettres. D'ailleurs, bon, moi, mon petit conseil de lecture, le plus grand livre de Sartre s'appelle Les mots. C'est son autobiographie. C'est ce qui lui a valu le prix Nobel de littérature. C'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, il s'identifie dans Les mots, il s'identifie par sa passion pour les livres, il s'identifie aux Juifs. Dès le plus jeune, vous voyez, je crois qu'il a 11 ans, 12 ans, et il dit, on dit des Juifs, c'est le peuple du livre, mais alors moi, je suis plus juif qu'eux, par son amour pour les livres. Bref. Donc lui, sa façon d'être, il n'a jamais été aussi productif que pendant la guerre. C'est là qu'il a écrit L'être et le néant. Il a fait Qu'est-ce qu'il a fait concrètement deux pièces de théâtre, je vous réponds. Il a fait Les mouches et huis clos. Ceux qui sont familiers de l'œuvre dramaturgie de Sartre, Les mouches et huis clos, je veux dire, d'ailleurs, même les Allemands se sont fait avoir parce qu'ils ont regretté quand ils ont laissé passer les mouches, la censure. Ils ont dit, ah, bah, ça parle de la Grèce antique. Hein, c'est une forme de résistance clandestine, quoi. oui, lui, il résistait avec les mots. Donc, il a sorti un huis clos. On ne peut pas plus satire sur le totalitarisme et les mouches. C'est une référence absolue sur ça. On ne peut pas pire. C'est-à-dire, il massacre la dictature, la tyrannie, le totalitarisme. C'est ça. Et il écrit L'être et le néant. Donc, je veux dire. Et puis, il écrit d'ailleurs, moi, c'est mon passage préféré, dans les lettres françaises. Il écrit un texte magnifique dont la première phrase est une des plus fortes et qui illustre, on est en 1944 quand il écrit ça, et qui illustre toute sa pensée de l'existentialisme. Regardez le côté provocateur mais génial et l'intelligence de Sartre. La première phrase, en pleine occupation allemande, il a dit « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande ». Alors je vous dis franchement, tous ceux qui sont un peu bas du chapeau, ils ont dit « Ah, regardez ce qu'il dit, c'est un collabo et tout ». Mais non, faut lire la suite. En fait, il applique l'existentialisme à la lettre. Pourquoi il dit on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation? Il dit parce que là, les choix, ils étaient réduits à la plus simple expression de deux choses. Soit tu collabores, soit tu résistes. Et quand il évoquait une troisième hypothèse, il dit la neutralité. Il dit être neutre, c'est ne pas s'engager. Donc, c'est être du côté des collabos. C'est très fort la phrase. On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Ça montre ce qu'il pense de ce côté, cet autodéterminisme qu'on a par nos actions. Et c'est ça ce qu'il voulait dire par là. Donc, voilà. Alors, je sais qu'il y a eu des livres, des thèses, mais comme toujours, ou bien Michel Onfray, dans ses délires de sa propre idéologie enfermée, puisque lui, il veut toujours soutenir les. Si vous voyez un petit peu tout le parcours de Onfray, je me permets de parler de lui, je le connais bien, et je l'ai personnellement, et on s'est suivi pendant des années. Il a toute sa vie favorisé les outsiders, vous savez, il est très manichéen. Diogène contre Socrate, etc. Et pareil, vu qu'à l'époque, le grand, c'était Sartre, et Camus était perçu comme, quand il y avait la phrase célèbre, moi j'aime beaucoup Camus, hein, mais la phrase très célèbre jusqu'à aujourd'hui, on dit Camus, philosophe pour classe terminale. Ce qui est quand même très cruel, mais un peu vrai qu'on ne pouvait pas dire ça de ça. Donc lui, il a décidé de prendre le parti de Camus et il massacre, mais comme il le fait sur bien, malheureusement, parce que en plus, ces temps-ci, il est fantastique avec Israël, mon frère, il n'y a rien à dire, et avec les Juifs, mais il a une grille de lecture, manichéenne qui est triste. Il est en train d'écrire un livre. On a échangé, nous, sur H.V. Sartre. Il est en train d'écrire un livre qui va être ridicule parce qu'il veut démontrer que Sartre était antisémite. Il va se ridiculiser. Je veux dire, c'est n'importe quoi. On est à l'inverse absolu de tout ça. Donc, bon, il a sa grille de lecture et il y en a qui disaient que alors, bon, collaborer, on ne peut pas le dire, mais le fait qu'il n'ait pas été un grand résistant, ils nous disent alors il n'a pas été très honorable. En tout cas, factuellement, voilà, il a fait ça et il n'a pas fait autre chose. Il y a une question là-bas, je crois, et après Mickaël. Oui, si, madame.
Oui, je voulais juste revenir sur l'amitié entre Sartre et Lévinas. Ils étaient tous les deux des disciples du Cercle, hein, ça il faut le dire. Euh, c'est quand même important. Mais je crois qu'on oublie de parler de la teshuva de Sartre, parce que c'était pas quelqu'un de dogmatique. Il est revenu avec la C'était maturité pas quelqu'un de dogmatique. Il est revenu avec sa maturité justement sur le fait qu'il avait été un peu léger et qu'il n'avait pas étoffé, disons, sa recherche d'une façon empirique avec des documentations. Mais ce qui me semble flagrant, c'est le paternisme avec lequel il a enrobé Béni Lévy, parce qu'il y a eu une vraie filiation entre deux. Et ça, je crois que c'est quand même important, parce qu'il a adopté cette fille que vous avez citée, Arlette, ouais. Arlette, et finalement, je veux dire, Béni Lévy était son fils spirituel. C'est Ça, ce je veux que, dire, ouais. absolument. Ça, C'est je ce suis tout que à je fait dis en d'accord. conclusion du livre. Pour moi, c'est une Tout évidence. à fait d'accord. J'ai- Et pour revenir concernant l'absence de nationalisme de Béni Lévy, je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas sentimental. Vraiment, il refusait toute forme de sentimentalisme. C'était quelqu'un de très rigoureux, il avait un discours très abscon, très peu de gens pouvaient le comprendre. Moi, j'ai organisé à Los Angeles, dans une synagogue à Beverly Boulevard, une conférence en satellite avec lui. Personne n'a rien compris. Ah, c'était, mais donc, je veux dire, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans son huis clos. Vous Il avez raison, avait il faut être initié pour bien absolument, apprécier il y a un Béni. code. Absolument. Alors, plein de choses. Merci pour votre intervention. J'aime beaucoup que vous ayez dit que Sartre n'était pas dogmatique, parce que ça permet, en un mot, vous dites en fait tout ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est pour ça que quand il publie Espoir maintenant, que ça a été perçu comme de la dynamite, parce qu'il revenait sur des propositions, mais le fait même qu'il revienne sur des choses qu'il avait pu dire, c'est parce qu'il appliquait à lui-même les énoncés de l'existentialisme, à savoir, je suis libre, libre notamment de dire l'inverse de ce que j'avais pu écrire. C'est-à-dire qu'il avait appliqué, il ne se laissait pas enfermer dans ce qu'il avait pu dire. Il ne disait pas mince, mais on va dire, j'ai écrit ça il y a 30 ans, je dis ça aujourd'hui, on va dire je change et tout. Ben non. Si lui, il évolue, s'il a s'il le démontre, parce que c'est toujours quelqu'un qui démontrait, donc effectivement, c'est l'antidogmatique absolu, ça c'est certain. Je pense aussi, comme vous, que le rapport au final, moi c'est comme ça que je vois, on peut dire un rapport de père-fils, franchement. Il a été tout, en fait. Il a été d'abord un compagnon, Béni pour Sartre. Il a été, comme vous le savez, son secrétaire particulier. Il a été son égal, interlocuteur pour la création d'une œuvre. Il a été son ami. Et oui, je pense qu'à la fin, je pense qu'il a été l'équivalent de ce que, si c'est pas un fils spirituel, je sais pas ce que c'est, quoi. Et je voulais simplement témoigner. Et bon, j'ai connu Béni, j'étais rabbin à Metz, je l'invitais souvent. Et... Vous entendez ou pas? On n'entend pas bien. Ok. Je l'invitais souvent pour des repas shabbatiques ou de l'intervenir, etc. Donc j'ai eu l'occasion de bien le connaître. Et je voulais insister sur le fait que la pensée ou l'attitude du Rav Abitbol, le rabbin de la yeshiva des étudiants, n'est pas étrangère à la position de Béni et par rapport à Israël et par rapport à son lien avec la halakha, avec la loi juive, avec l'étude. Et je voudrais dire deux mots sur le Rav Abitbol. Il y a ici sa nièce qui est là. Attendez, juste, tout le monde sait de qui on parle, le Rav Abitbol de... Bon, il a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des étudiants de Strasbourg, et dans l'histoire qui nous concerne, il a été le premier maître de Béni. Et je ne sais pas si on m'autorise à dire ça, moi je le dis comme ça, je l'ai rencontré, je le trouve génial. Je dirais comme ça, moi, sans être... Mais c'est un original. Oui. Brillant, hein, mais c'est un original. Alors, je suis d'accord avec vous, peut-être. Alors Rav Abitbol accouché d'une idée pendant un cours. Et ça ressemble à un existentialisme qui ne procède pas d'une essence préalable. J'étais élève du Rav Abitbol. Et ça m'est arrivé de... J'étais rabbin, etc. Mais quand je passais à Strasbourg, j'assistais à ses cours.
Et il pose une question, et puis il tourne, il accouche, mais c'est un accouchement long et interminable, et presque au forceps. Et puis à un certain moment, je dis, Rav Abitbol, on peut répondre comme ça. Oui, n'importe quoi. Et il continue, il continue. Et à la fin, il dit une réponse, j'ai dit, mais c'est ce que j'ai dit. Il m'a dit, mais tu l'as dit trop vite. C'était de la publicité, c'était pas de la Torah, ce que tu as fait. Il a un accent très fort. Voilà, voilà. Et cette dimension de faire germer la Torah de soi, il n'y a pas une essence de Torah qui est en moi qui va se dire. Mais la Torah, il faut la faire germer. Et ça, Béni était comme cela. Et encore un mot sur Béni. À l'époque, j'étais grand rabbin de Metz. Il venait de temps en temps intervenir, etc. Il venait à la messe? Il venait, comment? À la maison. Il venait, ouais, voilà, à la messe, d'accord. Et je me souviens, après la tefila un matin, il vient, il me pose une question de halakha, qui était importante pour lui. Et je lui réponds. Donc, pardon, on est dans les années 80, là, quand vous êtes rabbin? 80, ou 90. J'ai été nommé rabbin à Metz en 81 jusqu'à 89, donc ça devait être 83, 84. Au milieu des années 80, voilà, c'est ça voilà, ce que vous racontez avec Béni. Et j'ai vu la modestie, l'humilité, il baissait les yeux pour recevoir la réponse comme s'il recevait la Torah d'Akadosh Baruch. Et j'avais comment dirais-je, un témoin dirait, il écoute la parole du rabbin. Moi, j'ai appris de lui beaucoup plus qu'il a appris de moi, par l'humilité de sa réponse, de son écoute. Et pour moi, Béni, c'est l'homme d'une révélation continue. Voilà. Merci pour ce témoignage. Et je vais vous dire en toute confidence, depuis plus de 20 ans, j'ai chez moi, dans ma salle à manger, là où j'étudie, là où j'ai ma bibliothèque, j'ai une seule photo d'un homme, une seule, encadrée en noir et blanc. Elle est superbe. Je l'ai tirée en grand. Et c'est Béni qui est plongé sur une page de Talmud. Ah, bravo, mais sauf qu'elle n'est pas dans le bon sens. Ouais, tu l'as retournée, Yoël. Elle n'est pas dans le bon sens. Elle est plus belle dans le bon sens. Voilà, cette photo, elle m'accompagne depuis plus de 20 ans dans mon salle à manger. Elle est tout ce que vous avez dit, je trouve. On voit même son humilité, comment il est. Voilà, comme vous dites, il est prêt à la réception et ça, c'est très inspirant. Alors, Israël se définit par à la fois son antagonisme avec l'humanité ou son origine depuis l'humanité. Ce qu'on appelle, avec un peu trop d'hystérie parfois, l'antisémitisme ou l'antisionisme, ce n'est rien d'autre que le dialogue entre Israël et les nations. À partir de là, je trouve que vous balayez un petit peu vite la thèse initiale de Sartre qui dit que Israël est défini par les antisémites. Puisque, de ce que je connais de la Torah, Israël est défini par ce qu'on peut appeler les antisémites, autrement dit, les nations. D'accord ? Alors ça, c'est une première chose. C'est pour ça que vous dites qu'il est revenu de cette position. En fait, du dialogue que j'ai entendu, quand vous dites qu'il ne sait pas d'où il a trouvé ça, en réalité, on comprend de ce dialogue qu'en fait, il a trouvé ça dans la meilleure des sources, c'est-à-dire dans la source introspective. Il a été voir son propre antisémitisme. Et il a eu cette révélation géniale, quasi prophétique, en se regardant lui-même. Puisque, on ne va pas reparler de son passé, etc. Mais de toute façon, il n'y a aucun doute qu'il ait eu ce qu'on appelle de l'antisémitisme, peu importe. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Par la suite, on sent que c'est quelqu'un dont la parole n'est pas libre. Il était, apparemment, de ce que j'entends de vous, il était tenu par cette culpabilité dans une époque où l'antisémitisme avait été disqualifié. Et donc, à ce moment-là, moi, quand vous parlez du dialogue entre Béni Lévy et Sartre, moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois quelqu'un qui est sans cesse culpabilisé, qui n'est pas sincère. Le dialogue que vous avez lu, on sent qu'il n'est pas sincère.
vous avez quelqu'un qui est culpabilisé et qui cherche à donner des gages. Peut-être on pourrait aller voir ce qui s'est passé avec cette adoption de cette femme juive, etc., ou d'autres choses encore. Et en face de ça, vous avez quelqu'un qui est un intransigeant qui a glissé vers ce qu'on pourrait appeler un suprémacisme juif. Donc là, il y a une relation, bah oui, là, il y a une relation un petit peu sadomasochiste. Vous me faites mal à la tête. Ah bah écoutez, pourtant vous êtes habitué. Donc là, moi j'y vois une relation un petit peu sadomasochiste entre un juif qui dit non, les juifs sont méchants, etc. Mais non, regarde, les juifs sont. Et lui, en fait, il est juste tenu, quoi. Bon, moi, je vais vous dire, je n'adhère à absolument rien, malheureusement, de ce que vous avez dit, mais merci de l'avoir dit, parce que ça montre, en tout cas, que le côté dynamite de 1980 est toujours vivace. Et vous entretenez encore des choses qui remontent à 46 que lui-même, Sartre, n'aurait pas été d'accord avec vous. Mais c'est génial, je trouve que ça montre, et bravo qu'on ne soit pas d'accord, parce que je pense que c'est ça l'exercice de pensée et de réflexion, c'est oui. Il y avait encore, attendez, il y a encore une question? Allez, vraiment vite, vite, là, on va devoir conclure. Oui, pardon. Je veux dire, dans l'existence de Béni Lévy, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça comme un accident, son frère s'est converti à l'islam. Attendez, Adel Rifat. Comment? Attendez. Non, mais ça peut être intéressant. Attendez, non, je termine. Non, mais moi, c'est simplement un commentaire. Son frère s'est converti à l'islam. Je crois qu'il était encore à Paris, ou il était de passage à Paris. Il était de passage à Paris, je crois, et il avait été interviewé sur Europe numéro 1. La question lui a été posée parce qu'entre-temps, ce qu'on sait, ce que j'avais appris, j'avais lu dans Le Monde, dans les pages du livre du Monde, qu'il avait fait une traduction exceptionnelle du Coran qui avait été saluée. Et on lui pose la question, on lui dit comment se fait-il que votre frère se soit converti à l'islam? Et Béni Lévy répond. Ah pardon, je croyais que vous parliez d'une interview du frère de Béni. C'est Béni, c'est l'interview de Béni ce que vous racontez là. Oui, c'est ce que je dis. Non, j'avais compris que c'était le frère de Béni. Excusez-moi, je pense que j'avais été clair. Et Béni Lévy répond tout simplement, il lui dit, posez-lui la question. Alors, je ne sais pas c'est quoi la question que vous me posez, mais bon, puisque vous évoquez, on va le dire en une phrase, il avait des frères et une sœur, Béni, qui sont toujours vivants, les trois. Son grand frère Eddy, le second Tony et la sœur Fleur, qui ont d'ailleurs tous lu le livre et qui l'ont validé. Pour moi, c'est très important, parce qu'il y a une thèse innovante. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Le frère aîné que vous évoquez s'appelle Eddy Lévy. Effectivement, quand ils ont été chassés d'Égypte en 1956, le seul qui soit resté en Égypte, j'ai entendu quelqu'un dire par amour, il a raison, pour les yeux d'une femme, il est resté en Égypte, il était déjà communiste, et donc il s'est converti parce que c'est le seul moyen pour lui de rester en Égypte. Donc voilà, et il est devenu, comme vous dites, un éminent islamologue jusqu'aujourd'hui. Il vit en France. C'est un grand islamologue. Son nom maintenant arabe, comme Cassius Clay qui est devenu Mohamed Ali, Eddy Lévy est devenu Adel Rifat. Il signe sous un nom de plume qui s'appelle Mahmoud Hussein avec un collègue. Et figurez-vous qu'il est publié chez Grasset, le même éditeur que moi. Mais c'est un grand islamologue et il est très respecté dans la famille. Je peux vous dire jusqu'aujourd'hui de Béni Lévy. Ils participent de tous leurs événements familiaux, etc., etc. Ils sont en très bonne entente et ils le respectent énormément. Merci beaucoup, Laurent. Alors, tu as ton livre que tu vas dédicacer, donc Merci vous pouvez poursuivre le dialogue avec Laurent librement. Vraiment, je voudrais te remercier, c'est passionnant. Merci pour ton livre, merci pour ta personnalité si chaleureuse. Je voudrais dire qu'on parlait d'extraits d'interviews. Moi, il y a une interview que je trouve vraiment extraordinaire, c'est celle que Hardisson lui a faite, qu'on peut voir facilement sur YouTube. Regardez, c'est très intéressant. 20 minutes. Voilà. Et c'est quand il sort, en fait, son livre Le meurtre du pasteur, pareil, dans la même maison que moi. Je dis un mot sur ça. Parce que imaginez pour moi ce que ça représente. Je vous dis juste, non, mais ça, je vous dis pour le truc personnel, la vie, les belles surprises de la vie. C'est pas juste que j'ai un super éditeur, d'accord, Grasset, c'est vrai, c'est magnifique. Mais je suis surtout dans une collection qui s'appelle Figures Grasset, qui est dirigée par Bernard-Henri Lévy. Quand vous voyez à la fin les livres qui ont été publiés dans Figures Grasset, vous avez 2 livres de mon maître Emmanuel Lévinas et un livre de Béni Lévy, Le meurtre du pasteur.
Alors, imaginez mon émotion de me retrouver parmi mes maîtres. Et effectivement, Ardisson a reçu Béni. Voyez ça, il a raison, Stéphane, c'est juste. Il est éblouissant du début à la fin, Béni. Et il parle du meurtre du pasteur, où tout le but de ce livre, c'est de sortir de la vision politique du monde, comme il dit. Et donc, c'est toi sortir de la vision politique du monde, rentrer dans le messianisme juif. Alors, je voudrais juste qu'on conclue vraiment, puisqu'on est dans l'émotion. Je voudrais juste, si tu es d'accord, hein, que tu racontes ce que tu m'as dit tout à l'heure, parce que ça boucle quand même la boucle de ce qu'il y a chez la femme de Bénévi. Qu'est-ce que tu as vu tout à l'heure? On peut Là, parler tu fais du off qui devient du on. Ah, pardon. Non, si ça te gêne, on peut. Je sais pas, ma fille Mia, elle est où? Mia, on peut le raconter? Ok, ma fille, elle approuve. Alors, on a vécu un moment juste, mais des frissons. Donc, on va voir Léo, comme je vous ai dit, on boit un verre avec elle et tout. Et là, elle me dit, Laurent, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Et là, j'arrive, bon, plein de livres partout, une bibliothèque superbe, enfin superbe, pas du tout ostentatoire, hein, pas chaude, vous voyez ce que je veux dire, les étagères et tout, mais superbe par le contenu. Tous les livres de la Pléiade, mais que des éditions originales. Je reconnais tout de suite les couvertures d'époque, le blanc et tout, bref. Je sais pas combien, des centaines de Pléiades. Et elle me dit, tu sais ce que c'est ça, Laurent? Je fais non. Elle me dit, c'est la bibliothèque de Jean-Paul Sartre. Quand Sartre est décédé, Béni et Arlette sont montés dans l'appartement de Jean-Paul. C'était ses plus proches collaborateurs. Elle, c'était sa fille adoptive, qui était d'ailleurs l'ayant droit. Hein. Il avait adopté en fait aussi pour des raisons administratives, si je puis dire. Il avait confiance en elle pour gérer toute sa succession de droits d'auteur et tout. Et Béni a pris les livres sur lesquels ils avaient travaillé ensemble pendant toutes ces années. Et il les avait emmenés avec lui dans des caisses. Elle me raconte ça tout à l'heure, Léo, avec Mia. Et elle les emmène avec lui à Strasbourg, sur un bol. Et de Strasbourg, quand ils sont montés à Jérusalem, pour employer l'expression qu'il voulait lui, il les a amenés ici. Et donc, on s'est retrouvés tout à l'heure, et je voyais l'état d'usure. J'essayais de voir quels étaient les livres les plus usés. Donc, pour moi, ça veut dire les plus manipulés par Sartre, les plus lus. Et il y avait Hugo. Je ne vous raconte pas dans quel état était le Victor Hugo. Donc, Sartre, je vous jure, d'ailleurs, je lui ai dit, je vais revenir t'embêter. Je vais venir un peu. Elle m'a autorisé. Donc, ça, je peux vous dire, de savoir que la bibliothèque de Sartre est à Beth Vegan à Yerushalayim en 2024. Merci, Laurent.